Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage la conversation avec Benoît Bayeux, véritable passionné de kayak et entraîneur depuis 30 ans au club d'Angers. On revient sur son parcours, sur sa transition en tant qu'entraîneur, en quoi il consiste au jour le jour et sur ce qu'il faut pour performer. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Benoît et ses secrets. Salut Benoît, comment ça va aujourd'hui ? Eh ben, écoute, ça va pas trop mal. Je suis en convalescence. Qu'est-ce Je viens de me qui faire, t'arrive ? je viens de me faire opérer d'une épaule, l'usure du kayakiste. Tu vois, plus de 50 ans, des petites douleurs, et je me suis fait opérer de la coiffe des rotateurs, suture des ligaments. Qu'est-ce que tu as eu exactement ? Eh ben, resuture de la coiffe des rotateurs, parce que j'avais des ligaments qui étaient un peu perforés. Donc, on fait ça tranquillement. Mais Oh, ok, donc ils t'ont ouvert l'épaule et là t'en as pour combien de temps d'attente ? Et j'ai un mois sans bouger et puis 2 mois de rééducation derrière, 3 mois d'arrêt. Mais bon, je vais Ok, continuer, j'ai continué l'activité kayak parce que je ne peux pas m'en passer. Et puis la vie du club, c'est ma passion. ok. Et donc en attendant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire du vélo ? Tu vas maintenir ta condition physique ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, ouais, je continue, je fais du vélo d'appartement. J'ai récupéré un vélo d'appartement. Alors, je ne suis pas très bon en vélo, mais je vais faire du vélo d'appartement. Puis je promène mon chien. J'adore. Je fais des grandes promenades le long de la Maine. Là, je vais voir les kayakistes qui s'entraînent. Toi, là, en ce moment, il y a le club de Saint-Grégoire. J'ai été les voir ce matin. Et puis, bien sûr, le club de l'Ésac, où je ne peux pas m'empêcher d'aller observer ce qu'ils font. Parce que tu peux pas entraîner non plus, tu peux pas aller sur un bateau moteur Alors, je pense pour que gueuler. ça va me démanger, mais il faut qu'on me démarre le moteur et qu'on me conduise un peu à ma place, quoi. Mais je pense que je vais aller sur l'eau rapidement si mon médecin est d'accord. parce que, parce que mes poulains me manquent. Donc tu t'es fait opérer parce que tu en étais arrivé à un point où tu pouvais plus faire de kayak, tu pouvais plus lever le bras. Ah, si, tu vois, j'ai réussi à faire les championnats de France de marathon il y a un mois et demi, là. Si, je peux faire du bateau, mais c'est douloureux et je sais qu'à l'avenir, en vieillissant, bah, voilà, si tu ne prends pas soin un peu de toi, ça va être compliqué pour plus tard, quoi. Donc Donc voilà. ok, j'espère que ça va le faire, mais a priori tu l'as pris à temps. Aujourd'hui on fait ce podcast parce que on s'est vu au championnat de France à Vichy et Ouais. j'ai senti la passion du kayak en toi. Et ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est que ça, si j'ai bien compris, ça fait pratiquement 30 ans que tu entraînes en kayak, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, Alors, tout d'abord, je voulais quand même, parce que moi, je suis un passionné du kayak, mais tes podcasts, vraiment, m'intéressent beaucoup et on apprécie énormément dans mon petit monde, là, avec les copains. On écoute, on se conseille les podcasts et je voulais te remercier parce que je trouve que c'est le travail que tu fais, c'est génial. C'est vraiment hyper intéressant d'avoir un partage d'expérience comme ça. Tout le monde en parle. Ah, tiens, j'ai écouté un tel, tu devrais écouter, c'est sympa et tout ça. Et moi, je trouve ça génial. Et
remercie par rapport à ça. Et c'est vraiment intéressant. Bon alors, merci Benoît. Mais alors, comment as-tu commencé le kayak? Tu connais cette question? Alors, la question, oui. Ben, moi, j'ai commencé le kayak qui était poney en 77. J'avais la chance d'avoir une école primaire qui proposait une activité kayak. Alors, il commençait ça à partir du CE2, mais moi, j'étais en CE1 et je voulais en faire avant. Et parce que bon, j'ai pas une famille très sportive, mais mon père, dans le scoutisme, avait fait un peu de kayak et m'avait donné envie. Et puis, je suis habitant de Bushman, mes parents habitent de Bushman. Donc, à l'école primaire, on faisait un peu de kayak à l'époque. C'était avant-gardiste. Mais, donc, je ne sais plus si jeudi après-midi, on allait faire du kayak juste en face de l'école, parce que la base de kayak est juste en face de l'école où j'étais, et avec la rue à traverser. Alors, à l'époque, on n'était pas dans la base, comme je ne sais pas si tu la connais, mais la base de Bushman. On était dans un vieux hangar, le long de la Maine, près du camping. Et les bateaux étaient comme ça, rangés au bord de la Maine, accès direct pour tout le monde, quoi. Donc, voilà, c'était une autre époque. Et j'ai commencé le kayak comme ça, et puis ça m'a plu, et j'ai pris ma licence au club après. Et voilà, quoi. Et donc, là, tu as commencé, c'est hyper tôt. Tu as commencé, tu avais quoi, 7 ans en fait, c'est ça? 7 ans, j'ai dû avoir ma première licence, ouais, 77, 78, quoi. Et puis j'ai commencé. Alors, c'était dans le cadre des activités scolaires, et puis je pense que j'ai vraiment commencé en poussin, c'est-à-dire en plus 79, 80, à vraiment avoir une licence, et puis que ce soit structuré, que je vienne le mercredi, le samedi, quoi. Et voilà, quoi. Et on faisait quoi à Bushman à l'époque sur la Maine? On fait quoi? On fait de la course en ligne directement? Non, pas du tout, du tout. Le club de Bushman, avant, dans les années 60, 79, 80, on faisait de la descente. Et pourtant, il y avait des personnes qui étaient déjà renommées en course en ligne, mais dans le département, dans la région, c'était des courses qui marchaient bien, c'est ce qu'on appelait les critériums. C'était des petites courses qui avaient lieu dans toutes les bases du département. Ça allait de Saumur au Poncé, Tiercé, la Poissonnière, des petits bleds où il y avait des clubs de kayak, et on faisait des courses en bateau de descente. Donc, les premières courses que moi j'ai faites, c'est en bateau de descente. Alors, au début, tu prends un espèce de bouchon, c'était les bouchons qu'on avait, ou les padoches, des bateaux qui n'existent plus, bien sûr, quoi, qui grattaient là, avec plein de tubes de verre. Et puis voilà, il y avait un petit circuit de compétition. Et pourtant, l'entraîneur de Bushman, l'animateur, parce que à cette époque-là, je ne sais pas s'il était vraiment entraîneur, qui est Vonks, qu'on a déjà parlé sur plein de podcasts. Vonks, Yves Chauveau. Ça te dit rien? Oui, si, bien sûr, mais je te laisse continuer. Yves Chauveau, voilà, c'était l'animateur du club, l'entraîneur. Lui, il avait fait de la course en ligne, mais c'est vrai qu'il était payé plus en bateau de descente quand j'étais jeune, quoi. Et on s'est vraiment mis à la course en ligne quand il y a eu l'éclosion avec Pascal Boucherie en 83-84. Là, on a lâché nos bateaux de descente, et puis dans le sillage de Pascal, les Jeux Olympiques de Los Angeles, le club s'est mis à la course en ligne. On a acheté notre premier K4 et il y a eu une grosse équipe de course en ligne après derrière. Et les bateaux de descente ont petit à petit pris la poussière, et on s'est tous mis à la course en ligne, quoi. Mais il y avait quand même des irréductibles, et moi, jusqu'à le cadet, j'ai fait un peu de descente. J'ai jamais fait les championnats de France en descente, mais j'ai fait des sélectifs nationaux, des choses comme ça, parce qu'il y avait voilà, et Pascal faisait de la descente à l'origine. J'avais amené un petit peu ça, il venait sur les courses de descente. Je me rappelle des courses sur les Alpes-Mancelles où il y avait Pascal qui venait, alors que c'était encore un athlète de course en ligne, quoi. C'était sympa, quoi. Et est-ce que tu te souviens la première fois que tu es monté dans un bateau de course en ligne? Comment c'était par rapport au bateau de descente? Alors, je pense que je suis passé, comme tout le monde, par le CAPS. Donc, c'est vrai qu'en minime, Vonks avait dû nous mettre des CAPS, des prunets, des bateaux blancs et avec un trait rouge devant, là. Et on a préparé. L'idée, c'était d'aller sélectionner, je crois, minime, d'aller sélectionner dans l'équipe régionale pour participer au championnat de France. Alors, à l'époque, on courait sur 300 mètres.
Tu vois, il n'y avait pas de finale B, il y avait finale A direct. Moi, quand je les ai fait, alors en 84, la première année où j'ai fait les championnats de France au Lac du Der, c'était la première fois où on faisait courir les minimes après sur 3000 mètres. Ok, donc tu as fait 300 et 3000 alors. Ouais, 3000, c'était en mass-start, alors que le 300, c'était en série, demi-finale, finale. Voilà. Et c'était un peu rude, hein, parce que on se déplaçait et on faisait des fois qu'une course. Il n'y avait pas d'équipage à cette époque-là. Pas d'équipage, donc on avait nos bateaux CAPS, on faisait notre série, et puis tu sais, pendant les 3 premiers, ce qui était mon cas, et tu rangeais ton bateau. Heureusement, il y avait le 3000 derrière. Mais sinon, les championnats de France, on passait nos championnats de France à regarder les grands courir, quoi. C'était déjà génial, quoi. Et toi, est-ce que tu t'en sortais? Comment tu t'en sortais justement comparé aux autres minimes? Alors, non, moi, j'ai fait série remorque. Je crois qu'il passait en demi-finale ou finale, quoi. Parle bien près du micro, Benoît, si tu. Ah, excuse-moi, tu m'entends plus là? Si, je t'entends, mais je vois que tu n'arrêtes pas de bouger la tête, on voit que tu es animé. D'accord, excuse-moi. Oui, j'ai fait ma première course en minime, j'ai fait série remorque, c'est sûr. Mais je suis revenu plus fort pour essayer de passer en cadet. Et alors là, en cadet, c'est le championnat de France des clubs. Et là, tu fais du K2 dans un vrai bateau. Alors à l'époque, c'était des lanceurs, des DDR, des choses comme ça. Et on faisait des courses en équipage. Donc ça t'offrait un petit peu plus de possibilités. Moi, je me rappelle mes premiers championnats de France club à Boulogne-sur-Mer. J'ai couru en K2, fait finale B, des choses comme ça, mais pas des gros résultats. J'ai performé plus que ça, quoi. Qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de faire du kayak? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu n'as pas le gabarit du kayakiste, tu es plutôt petit. Oui, je suis petit. Et normalement, voilà, 1m68, 83 kilos. Voilà, mieux vaut être grand avec des très longs bras. J'aime bien l'idée. C'est pas trop fait pour le kayak de base. Ouais, mais j'aime bien l'idée de se dire que tout le monde a sa chance. Et j'ai interviewé Bernard Bréjon, par exemple. Il n'était pas bien plus grand que moi. Bon, il était plus épais que moi. Il avait un grand tronc. Mais moi, j'ai vu des petits, des champions monter sur les podiums. Là-bas, qui a été une idole, entre guillemets. Il est grand, mais c'était pas un gabarit exceptionnel. Donc, on compense autrement et puis on a un rapport poids-puissance qui peut être intéressant. Moi, je pense à des athlètes aujourd'hui comme Kylian Koch, qui ne sont pas des grands athlètes, qui s'en sortent. Donc, c'est important de pouvoir laisser sa chance aux grands. Et moi, toi, en tant qu'éducateur, j'aime bien, je ne juge pas sur le physique et je ne vais pas toujours dire, tiens, je m'intéresse à lui parce qu'il est grand et il est fort. J'aime bien aussi, il y a le caractère, il y a le toucher d'eau, il y a plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui, bien sûr, Bocara, il fait 2 mètres et quand il allonge Chapaillet, ça va plus vite que quelqu'un qui fait 1m68. Mais ne laissons pas uniquement l'activité kayak aux grands et aux balèzes. Laissons le champ libre à tous les gabarits parce qu'il y en a qui réussissent aussi. Je reviens sur ton parcours. Donc là, j'en suis au championnat de France minime en cadet. Comment ça se passe la suite? Est-ce qu'à un moment, tu as l'ambition de peut-être faire du haut niveau ou tu es assez vite calmé par tes résultats? Alors, l'ambition, je ne sais pas si j'aurais rêvé parce que moi, j'ai toujours paillé dans le sillage de champions. J'ai toujours eu des champions autour de moi et c'était formidable de naviguer avec Pascal Boucherie, faire de l'équipage avec lui, de courir avec des Jean-François Briand de l'époque, j'ai vu Olivier Boivin, Claudine Leroux, François Barou, tous ces grands noms du kayak. Moi j'ai navigué avec eux, j'ai eu cette chance-là, même tout jeune. Et ils me faisaient rêver, hein. J'aurais effectivement les Jeux Olympiques, ça aurait été un rêve, quoi. Mais vite, je me suis dit, ce ne sera qu'un rêve. Et par contre, tu peux accompagner les sportifs vers ce rêve-là, pas que d'ailleurs. Et c'est ça qui me
me passionne, quoi. Et accompagner les sportifs aujourd'hui. J'aime bien naviguer avec eux, naviguer dans leurs vagues. Tout le monde te dira que je suis un clébard dans la vague. Même quand j'adore naviguer, par exemple, dans la vague de Vanilla, j'adore ça. Et mes poulains, Julien Delaporte ou Titouan Le Maignan, sur une B1, je vais suivre leur vague. C'est super intéressant. J'adore les suivre, mais j'ai jamais eu le potentiel de pouvoir espérer plus. Et puis très bien, quoi. Très bien. Super. Mais j'ai côtoyé. J'allais te dire, Benoît, justement. Donc, finalement, donc là, moi, je vois que depuis que t'es gamin, t'es passionné de kayak, tu parles des champions vraiment avec passion, tout ça. T'as vécu quand même, tu vis quand même, et on va y revenir, on va dérouler le tapis, mais un peu un rêve. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis justement, tiens, j'ai pas le potentiel pour performer, je n'arrive pas à performer plus haut niveau, je vais devenir entraîneur de kayak. Est-ce que tu te dis ça tout de suite? Non, parce que dans les années 80, si tu veux, le professionnalisme dans le monde du kayak, c'était pas l'idée, quoi. Et moi, mes parents m'ont toujours dit, et ça me fait marrer aujourd'hui, ça te fera jamais bouffer le kayak. Donc voilà. Et donc le premier levier, quand ça marche pas à l'école, on dit on va te supprimer les heures de kayak, les entraînements de kayak, quoi. Donc moi, le brevet des collèges, c'était un peu compliqué. On m'a dit si tu n'as pas le brevet des collèges, tu n'iras pas au championnat de France. Je peux te dire que c'est motivant, hein. Et voilà. Et pourtant, moi, je me suis jamais entraîné à cette époque-là énormément. C'était 2-3 fois par semaine maximum. Voilà. Il n'y a qu'à partir de junior, où j'ai commencé, junior 2, tu vas avoir des résultats significatifs, où je voulais m'entraîner 4-5 fois. C'était compliqué, hein. Et la famille, ils étaient très, très regardants sur les résultats scolaires. Et voilà, mais même en junior, j'ai le droit de faire des médailles de champion de France en équipage, mais jamais performé en monoplace, quoi. Mais ça m'a donné goût et j'aurais rêvé faire le même parcours que Pascal Boucherie, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais comme étude alors à ce moment-là si tes parents te disent que le kayak va pas te faire vivre? Alors, moi, je m'oriente vers des études un peu technologiques. J'ai fait un bac F1 à l'époque, si ça parle à certains, je ne sais pas. Et après, derrière, j'ai fait un BTS bureau d'études. Rien à voir avec le kayak, quoi. Et c'est après ce BTS, j'ai voulu partir en coopération, donc faire mon service militaire en coopération. Ça n'a pas été accepté. Et donc, j'étais un peu vexé. On m'a dit, tu vas faire l'armée, tu seras grenadier voltigeur. Et à cette époque-là, j'avais tous mes copains qui partaient au bataillon de Joinville. Et ils étaient plus forts que moi et ils pouvaient accéder à ça. Et moi, j'étais un peu vexé. Et je me suis dit, tiens, j'avais d'autres copains aussi qui étaient antimilitaristes et qui voulaient faire des services civils en tant qu'objecteurs et qui travaillaient dans les clubs. Et je me suis dit, tiens, je vais faire mon service civil dans un club en tant qu'objecteur. Et comme ça va me permettre de continuer à m'entraîner avec mes copains. Et je vais me former dans l'activité en attendant d'aller bosser après dans un bureau d'études comme je m'étais formé, quoi. Et ça m'a bien plu. Et en plus, j'ai eu la chance à ce moment-là d'être pris dans un centre de haut niveau à Angers. Ça ne s'appelait pas un pôle France à l'époque, ça s'appelait un CPEF, où il y avait Philippe Renaud qui était entraîneur. Après, il y a eu Pascal Boucherie, Fred Loyer, tout ça, toute cette clique, Olivier Boivin. Et j'ai travaillé avec eux pendant un an en tant que dans mon service civil. Et j'ai passé mon brevet d'État d'éducateur sportif. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le club voisin qui était au lac de Maine, à côté, où il y avait le pôle France, là, ils ont tout de suite, ils m'ont embauché à la sortie de mon service, quoi. Et j'ai commencé en juillet 94 à travailler au club de Canoë-Kayak d'Angers. Et voilà, j'y suis toujours passé. Ok, donc ça fait 28 ans que tu es au club d'Angers, alors. 28 ans, plus les 2 années que j'ai passées en service. Ça fait bien 30 ans que je suis aux alentours du lac de Maine, là, sur
sur la Maine et sur le lac de Maine. Si tu dois résumer ce que tu as appris avec différents entraîneurs qui étaient également des athlètes de haut niveau, qu'est-ce que tu dirais? Ah bah moi, quelqu'un comme Pascal Boucherie m'a énormément appris. Il m'a suivi dans ma formation aussi, puisqu'il m'a aidé à passer mon BE2. Il a été mon maître de stage pour mon mémoire de BE2. On a fait de la biomécanique ensemble, c'était génial. Je l'ai refait pailler, d'ailleurs, il en parle dans son podcast. Il dit, je l'ai refait pailler sur un ergomètre. On a fait des kinogrammes ensemble, des choses très, très sympas pour analyser la gestuelle. Ça, bon, voilà, Pascal, ça a toujours été un peu mon mentor. Et après, j'ai rencontré des gens comme Philippe Prono. Philippe Prono, médaillé olympique en 88 à Séoul, avec qui j'ai commencé mon métier d'entraîneur. C'était génial de travailler avec lui. Puis c'était quelqu'un qui était fabuleux, quoi. J'ai rencontré plein d'autres personnes aussi, d'autres entraîneurs comme Jean-François Millot, un peu plus vieux. Il y a Vonx, bien sûr. Puis voilà. Donc des gens qui m'ont marqué dans mon parcours et je suis hyper reconnaissant de ces gens-là. Il était sur quoi ton mémoire pour le ton BE2? C'était sur la biomécanique. C'était sur l'étude des leviers sur la pagaie, en fin de compte. C'était, je voulais à cette époque-là, on n'avait pas tous les testeurs qu'on a aujourd'hui, les capteurs. Je voulais essayer d'isoler la pagaie et de voir les actions de levier entre la main sup et la main basse par rapport à l'ondulation d'entrée de la palme dans l'eau. Quelles sont les conclusions alors pour être plus rapide? Les conclusions, j'ai fait un petit travail de mémoire. C'est effectivement c'est que la main sup est juste un levier, un point de rotation qui bouge, et que c'est vraiment la main inférieure qui va tirer l'eau en tournant l'épaule, quoi. C'était ça qu'on voulait montrer avec Pascal, que cette main sup, l'effort, on ne pousse pas. Parce que moi, j'ai connu la pagaie simple, où moi, on m'a appris à pailler. L'entraîneur de l'époque, c'était le CTR Jean-Pierre Vollet. Il me disait, mets un coup de poing avec ta main supérieure, comme si tu mettais un coup de poing dans la figure de quelqu'un. Donc, tu vois, c'était un peu comme ça. Et la pagaie a passé en oblique arrière direct. Et tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et après, moi, je suis passé de la pagaie plate, de la Streuer à la Win et de la Rasmussen, et avec un changement de paillage complètement différent. Aujourd'hui, quand on dit c'est toi qui vas à la paillette, c'est pas la paillette qui vient à toi. Quand on avait la paillette plate, on n'avait pas du tout cette sensation-là, quoi. Justement, tu parles de main sup, alors je te pose la question, à quelle hauteur faut-il mettre cette main sup? C'est une question qui anime tous les débats. Alors, qu'est-ce que tu en penses avec toute ton expérience? Justement, alors moi, tout le monde m'a rigolé parce que moi, je ne paillais pas très bien et ma main sup, elle descend presque au niveau des genoux. Donc, c'est vraiment pas bon. Je pense qu'elle ne doit pas aller gratter les genoux, ça, c'est sûr. Moi, je la fais lever. J'aime bien les kayakistes qui sont plutôt aériens, qui vont la poser assez haut. Je pense que les yeux, c'est un bon repère. La main sup passe un peu en essuie-glace au niveau des yeux. Un peu plus haut, des fois, elle tombe après. Moi, je pense que voilà. Après, voilà, chaque style, chaque pailleur a sa position idéale. Maintenant, voilà. Moi, j'aime bien donner le repère des yeux. Ok. Et que ça tombe pas. Et que ça tombe pas, surtout. Parce que tout à l'heure, dans ton mémoire, je te dis là-dessus, parce que tout à l'heure, dans ton mémoire, tu disais, ça s'articule par le bas. Donc, on pourrait s'imaginer que si la main sup est moins haute ou pas, ça gêne pas, parce que ce qui compte, c'est la rentrée dans l'eau et comment tu t'articules par le bas. Tu vois ce que je voulais dire? Voilà, ouais. Donc, faut vraiment prendre quand tu regardes vraiment de profil le kayaki, c'est que tu fais un kinogramme, un spectre de la pagaie qui passe. En fin de compte, il faut que la main sup, ce point d'appui, il descende pas trop et il monte pas trop aussi. Ok. Quand tu deviens entraîneur,
au club, Ouais. au club d'Angers, au centre de performance d'Angers. T'es en charge de quoi? Tu entraînes directement des personnes qui veulent atteindre le plus haut niveau? Tu commences par les jeunes comme ton entraîneur? Alors, ouais, c'est ça. Nous, dans les clubs, on prend tout le monde, hein. Et on fait de l'alimentaire aussi, hein. On fait du scolaire, des centres aérés, des colos. Et à côté de ça, ben, il y a le sportif, il y a le côté sportif, le club. Mais moi, 95% des gens que j'entraîne, c'est des athlètes de club. Après, toi, tu parles des 5% de jeunes qui vont performer et qui vont aller vers le haut niveau ou au moins accéder au haut niveau. Moi, aujourd'hui, 28 ans de carrière au CKCA, les athlètes qui sont entrés en équipe nationale, sur les doigts des deux mains, voilà, même d'une main, une main et demie, quoi, on va dire, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'amener les jeunes vers un épanouissement et vers du. Après, le haut niveau, c'est pas un but en soi. C'est bien, c'est super, mais moi, j'aime aussi former des athlètes de club, des athlètes qui vont faire des équipiers dans les CACA, qui vont amener des points, qui vont grossir le club et qui vont faire en sorte que bah, derrière, il y a des athlètes de haut niveau qui puissent exister. Mais sans ces athlètes de club, pour moi, euh, les athlètes de haut niveau, ils n'existent pas, quoi. Ça ressemble à quoi une journée d'un entraîneur de club? À quoi ça ressemble tes journées? Ah ben alors, ça dépend, hein. En 80, en 80, en 94, quand j'ai commencé, bah, si tu veux, on faisait. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, je voulais t'en parler parce que le métier a énormément changé. Avant, à l'époque, la moitié du temps, les brevets d'État kayak dans les clubs, ils construisaient les bateaux, hein. On n'achetait pas les bateaux. Même les bateaux de compétition, ils étaient construits. On avait des moules et on construisait nos kayaks. Il n'y avait vraiment que les grands champions qui avaient des bateaux, on disait, fabriqués en usine, quoi. Donc, une grande partie de notre activité, ben, c'était de construire le matériel. Et bah, ça passait beaucoup, beaucoup de temps. Et pas que le matériel de compétition, il y a aussi tout ce qui est les canoës de location, de loisirs. On les construisait pour avoir du matériel, pour pouvoir mettre les gens sur l'eau. Donc, une grande partie de son temps, on passait à résiner dans des conditions voilà, pas super, super. Aujourd'hui, le polyester qui est en train de catalyser, c'est pas forcément super bon à respirer. À l'époque, on n'avait pas de masque et pas forcément des locaux aérés, mais on le faisait quand même. Dès qu'on pouvait, on le faisait en extérieur. Mais voilà, il faut un taux d'humidité, une température, ce qui fait que voilà. Donc une grande partie de notre temps, puis le reste du temps, ben, on partait encadrer. Mais moi, j'encadre les scolaires, c'est même une grosse partie de mon travail où j'encadre les STAPS. On a un STAPS privé sur Angers avec qui je travaille depuis à peu près 28 ans. Et c'est une grosse partie de mon boulot où j'interviens en STAPS sur le kayak. Ok, donc les élèves de STAPS viennent faire du kayak alors? Voilà, au lac de Man. Moi, maintenant, j'ai toute la promo au STAPS. J'ai à peu près 260 étudiants qui viennent chaque année pratiquer sur une formation de 12 heures de kayak avec une évaluation à la fin. Donc, c'est un gros boulot, quoi. Et donc, tu les mets dans les kayaks de course en ligne et tout? Alors, bah, en 12 heures de formation, toi qui commences dans le kayak, il y a toujours le petit jeu. Allez, je vous mets je leur dis souvent, je vous mets un bateau de course en ligne. Si vous tenez 5 secondes, je vous rajoute un point à votre note. Il y en a très peu qui arrivent. c'est la petite carotte, c'est sympa, quoi. Donc, ils sont dans quoi? Dans des bateaux plastiques alors? Ouais, un kayak de mer, hein, où ils ont une épreuve en bateau directeur et une épreuve en bateau manœuvrier, en bateau de slalom plastique, où ils ont un petit parcours à faire, quoi. Donc, c'est assez sympa, c'est bien et c'est super intéressant. C'est un super public. Donc, je reviens sur le 94. Là, une grosse partie de ta journée, c'était de construire des bateaux, en plus d'entraîner, bah voilà, la plupart des gens. Aujourd'hui, ça consiste en quoi? Comment ça Alors, évolue? aujourd'hui, je suis beaucoup plus. Mon travail évolue vers une tâche administrative.
déjà lié aussi à mon handicap physique, là, à mon épaule, ça va empirer dans ce sens-là. Donc, je suis plus derrière un ordinateur, des fois, un peu trop, et à faire de la compta, à préparer des bilans, comment ça s'appelle, des dossiers de subvention, des choses comme ça, et des plans d'entraînement, des choses comme ça aussi. Et puis l'autre partie du temps, heureusement, je suis sur l'eau, en bateau moteur ou en kayak. Ok, mais un club, c'est une association normalement. Il n'y a pas un secrétaire, trésorier, président qui gère justement, je sais pas, là tu dis les dossiers, la compta, tout ça. C'est à l'entraîneur de faire ça normalement? Tu sais, aujourd'hui, le problème dans les clubs, c'est qu'il y a de moins en moins d'élus qui veulent s'investir parce que ça fait peur. Et aujourd'hui, trouver un trésorier pour une grosse association qui a un budget conséquent, qui commence à avoir des amortissements, qui doit présenter un bilan et tout ça, il faut avoir des petites compétences quand même. Et hormis des comptables à la retraite, des choses comme ça, ça commence à être compliqué. Donc, moi, par exemple, dans mon poste, là, je suis en train de prendre la place du trésorier. Alors, il y a un trésorier quand même qui est élu, mais je fais le boulot de comptabilité du club. Donc, Ok. c'est un nouveau. Voilà, je ne pensais pas faire ça un jour, mais je suis amené à le faire. Ok. Et ok, parce que je te pose la question parce que tu sais, moi je donne des cours pour les futurs coachs en muscu et quand les élèves s'inscrivent à la formation, tu sais, ils s'imaginent tous qu'ils vont entraîner, ils vont passer leur temps à entraîner et puis surtout à entraîner des gens qui en veulent quoi. Tu vois vraiment un Ouais. peu comme je disais au kayak tout à l'heure, je te titillais, mais voilà des gens qui ont vraiment envie de s'entraîner, voir des athlètes de haut niveau, tout ça. Puis je leur dis, non, la réalité, c'est que vous allez entraîner la personne qui travaille, qui peut venir 3 fois par semaine, 1 heure, s'entraîner en salle de musculation, ou qui vient vous voir 2 fois par semaine parce qu'il veut préparer un marathon ou un 10 kilomètres, voilà. Et donc, je leur explique tout ça, et souvent, ils sont un peu déçus. Puis je dis en même temps, vous allez voir comment ça se passe en France, vous allez faire justement de la compta, de l'administratif, vous allez vous faire un peu chier avec plein de trucs que vous Oui. avez pas envie de faire en fait. C'est pas du tout ce que vous pensez au départ. Et souvent, au début, ils y croient pas trop quoi. Ils disent non mais il exagère pour nous décourager. Puis bon après une fois qu'ils ont le diplôme, ils se rendent bien compte de la chose. Mais là justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que c'est le métier d'entraîneur aujourd'hui parce que extérieurement, on peut penser que Benoît, le matin, il entraîne des scolaires qui en veulent, il recrute les meilleurs pour le club. Ensuite, il est tranquille. Ensuite, il a des scolaires à la fin, je sais pas. Puis après, il y a l'entraînement club avec ceux qui en veulent vraiment. Et en fait, il passe sa journée à entraîner, à faire des planifs, à corriger, à s'entraîner aussi. On pourrait s'imaginer que c'est ça, entraîneur de kayak, tu vois. C'est un peu ça. Il y a des journées qui sont comme ça. Effectivement, tu as complètement raison. Et puis, l'été, c'est ce qu'on fait. C'est voilà, on a l'écolo, les centres aérés. Et puis, le soir, on a l'entraînement club. Alors, ce qui est vachement riche, c'est qu'on change de public, si tu veux. Et moi, ça, c'est la richesse du métier. Et parce que c'est vrai que des fois, ça aurait pu me faire rêver d'être entraîneur de haut niveau. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des publics différents. Moi, j'aime bien encadrer un peu de scolaire. Alors, pas trop, parce qu'au bout d'un moment, ça va vite me gonfler. Mais j'aime bien SAPS, j'aime bien, voilà. Et puis j'adore entraîner les athlètes du club, les jeunes, les vieux, et puis de temps en temps suivre les champions, Valina, Titouan, Julien, tous ces gens-là, ouais, c'est super intéressant aussi, quoi. Et tous ces gens-là aussi, moi j'essaie de les accompagner. Alors on les accompagne pas que sur l'eau. On va essayer de trouver des subventions pour eux, des partenariats, des choses comme ça. Ça, c'est une partie de mon travail aussi aujourd'hui, quoi. On va organiser des rencontres avec des partenaires, des choses comme ça. Et ça, c'est une grosse partie du travail que je fais aussi actuellement. Et justement, c'est bien que tu parles de ça parce que j'avais pas mal de questions là-dessus. Et j'ai l'impression que, déjà, j'ai plusieurs questions. Donc, le club d'Angers, c'est pas que le club d'Angers, ce que j'ai compris, c'est un groupement de clubs, déjà, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est fait déjà, cette association? Alors, c'est quelque chose que je voulais t'expliquer justement. En
en 2015, mais on avait commencé bien plus tôt. On a créé les AC. Les AC, c'est quoi? C'est l'entente sportive Anjou canoë-kayak. En fin de compte, sur Angers, il faut savoir qu'on est une région où il y a beaucoup d'eau. Il y a la Loire, la Maine, la Sarthe, la Mayenne qui coulent dans un rayon de 10 km. Donc, dans un rayon de 10 km, autour du lac de Maine, où je travaille, il y a à peu près 5-6 clubs. Et c'est des petits clubs. Hormis le club de Bushman qui avait une notoriété en compétition, et bon, le club d'Angers qui est soutenu par la ville d'Angers. Sinon, autour, il existe plein de petits clubs, comme le club des Coufflans, de Montreux-Juigné, des Poncé, il y a Chalonne, il y a plein d'autres clubs comme ça qui existent. Et avec des collègues qui travaillaient dans ces clubs-là, on s'est dit, c'est un peu dommage, on a des jeunes, et on est en train de se les piquer parce qu'on a un équipage à faire, on a un K4, et surtout avec la génération 2000, où on a eu quand même un petit baby boom, et on a eu quand même pas mal d'athlètes dans les clubs qui sont arrivés. Et on s'est dit, en cadet, alors qu'ils ont couru en minime ensemble avec la région, est-ce qu'il serait pas mal pour faire une espèce d'entente et pour éviter avoir à se piquer les jeunes, parce que c'est quand même assez frustrant quand tu es entraîneur de club, quand tu t'es employé et tu t'investis sur un jeune, de le voir partir dans le club d'à côté pour aller faire un K4 ou un K2. C'est toujours un peu difficile à vivre. J'ai vécu ça dans un sens, mais comme dans l'autre aussi. Et je me dis, on s'était dit avec deux autres collègues, il y avait Samuel Vautier qui était sur le club des Coufflans et Stéphane Gourichon qui était sur le club d'Angers avec moi. On s'est dit, on va créer une entente et on va proposer ça. Alors, c'était un peu nouveau dans le kayak, c'est un peu un pavé dans la mare. On nous a mis des bâtons un peu dans les roues au début et on a réussi, en fin de compte, à créer une association au milieu des autres associations. C'est une association uniquement où on licencie nos sportifs. Et en fin de compte, cette association, elle n'a pas de moyens. Elle a uniquement des adhérents qui font de la compétition. Et c'est les clubs ressources, donc le CKCA, le CNE et Coufflans, et puis après, il y a eu le CNB qui est venu, Bushman. C'était les clubs ressources, en fin de compte, qui alimentaient, qui payaient les déplacements et qui inscrivaient leurs compétiteurs. Voilà. Ça permettait à tous ces jeunes de pouvoir courir sous le même maillot et ça a été formidable. Et alors qu'on était des petits clubs, on est devenu un club qui est tout de suite arrivé dans le top 10 des clubs français, voire dans le top 5. Et il y a une émulation formidable et les jeunes passaient d'un club à l'autre, allaient s'entraîner un coup mercredi à Coufflans, un autre coup à Bushman, un coup à Angers. Et il y a la génération 2000, ils se sont sentis super à l'aise dans cette solution. Et nous, en tant que coach, on s'est régalé aussi parce que vous voyez cette dynamique se mettre en place et voilà. Ça marche toujours. Je ne dis pas que ça a toujours été facile parce que 3 clubs différents, des cultures différentes, des idées, des moyens qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre et ça peut poser des problèmes des fois. Les subventions ne sont pas les mêmes dans tous les clubs, donc c'est compliqué. Mais c'est une super aventure et on continue et voilà. Et j'en suis super fier. On a fait ça avec Samuel Vautier et Stéphane Gourichon. Et aujourd'hui, voilà, ESAC est toujours dans le top 10 français. Et voilà, et on est fiers de ça. On a formé beaucoup de jeunes. Alors, voilà. Et on a fait venir quelques athlètes, comme Vanina. Et on a eu le plaisir de la voir courir aux Jeux Olympiques de Tokyo sous nos couleurs, même si ce n'est pas nous qui l'avons formée. Mais elle était tellement à l'aise quand elle venait au club qu'on s'est senti un peu obligé de lui proposer de venir signer au club. On l'a adoptée. Maintenant, elle
fait partie entièrement du club et tout ce qu'elle nous rend, c'est génial, quoi. Ouais, si je comprends bien, donc là, les 3 clubs ont fusionné, mais il y a toujours les 3 points d'accès à l'eau avec un entraîneur, en gros, sur chaque point d'entrée à l'eau, c'est ça? Ouais, tout à fait, c'est ça. Et il y a 3 clubs différents avec des bureaux différents, tout ça. Et au milieu, on a créé un espèce de club fictif. Et tu vois, Bushman-Angers, il y a 5 kilomètres. Hein. Bushman, Lac de Maine et Couflan, il y a aussi 5 kilomètres par l'eau. Donc, souvent, on monte ensemble le samedi et on se retrouve sur l'eau. Tu vois. Mais ça veut dire que vous êtes peut-être combien sur l'eau, par exemple? Ça peut arriver que vous soyez 20, 30? Ouais, c'est des fois, quand on est bien coordonné, mais tu vois, c'est toujours le même problème. Pour monter tous en même temps et arriver en même temps, tu vois bien Ouais, dans les clubs de kayak. C'est souvent compliqué. Hélas, des fois, on n'est que 15. Mais ça permettait, voilà, on a mutualisé les moyens. On a les déplacements en compétition, c'est plus simple. Les camions, les coachs, même moi, ça m'a permis à un certain moment de prendre des vacances. Et puis, pas aller dans tous les stages et inversement, de pouvoir prendre la place d'autres coachs. C'était un peu l'idée, quoi. Mutualiser, et c'est dans l'air du temps, quoi. Donc là, à l'ESSAC, il n'y a que les compétiteurs qui sont licenciés voilà. dans l'ESSAC et tous les autres toutes les personnes qui font pas de compétition sont licenciées dans un des 3 clubs. C'est ça? Voilà. Et voilà. Et dans les ZAC, en fin de compte, ils prennent leur licence à l'ESSAC, mais ils gardent une cotisation et ils sont quand même adhérents du club ressources, quand même aussi. Ok, d'accord. Voilà. Et tu parlais des sponsors. Justement, j'ai vu que j'ai cru comprendre que ça recrutait à l'ESSAC. J'ai vu, comme tu dis, Vanina qui avait signé chez vous. Et comment ça fonctionne, cette recherche de sponsors? Est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée justement spécialement à trouver des sponsors pour les athlètes qui performent au plus haut niveau, pour qu'ils puissent justement avoir du temps pour s'entraîner? Comment ça fonctionne? Non, je m'en occupe un petit peu. Les bénévoles s'en occupent aussi. Mais c'est très, très difficile. Moi, je t'avoue que c'est un peu nouveau pour nous d'avoir… alors, nous, on a une grosse mairie qui nous aide. Nous, on a une mairie qui nous donne beaucoup de subventions, qui nous aide, même vers le haut niveau. Et toi, aujourd'hui, Vanina, Titouan, ils sont aidés énormément par la mairie d'Angers. On a cette chance-là. On a une mairie qui nous soutient et on fait partie des clubs élites de la région angevine. Et à ce titre-là, on est vraiment aidés. À côté de ça, pour avoir des partenaires, c'est les relations. C'est les relations. On a la chance au club, par exemple, d'avoir un fameux restaurateur. Son gamin fait du kayak avec moi. Et ce gars-là, c'est un des belles tables d'Angers. Hein, et il connaît tout le monde. Et il a réussi à avoir une grande partie des partenaires de Vanina. On a aussi un ancien du club, Jean-François Briand, qui a fait les Jeux de 92. D'ailleurs, qui était équipier de Pascal aussi, un ancien de Bushman, qui est à la police et à la fédération de la police et qui a réussi à avoir une convention pour Vanina avec la mutuelle de la police, des choses comme ça. Ça marche comme ça, avec les relations, le bouche à oreille, et on arrive à trouver. Mais je t'avoue que la lumière des Jeux Olympiques, ça nous a énormément aidés. Avant, c'était compliqué. Pourtant, j'avais des jeunes qui performaient, qui ont fait championnat du monde junior, qui marchaient bien, qui étaient en équipe. Mais des partenaires, c'est compliqué. Et dès qu'on a eu l'éclairage de Vanina avec les Jeux Olympiques, ça nous a amené quand même, ça nous a ouvert beaucoup plus de portes. Par exemple, là, on a réussi à faire financer, c'était à Vichy, quand tu as vu le K2 auquel a couru Vanina et Pauline, ont été entièrement payés par un partenaire qu'on a trouvé, quoi. Et ça, c'est génial, quoi. Et ça, c'est pas évident à trouver, quoi. Je viens de croire. Hein. Je te posais la question comment ça fonctionnait parce que ça me paraît pas facile du tout. C'est compliqué, mais après, ce qui est bien, c'est riche. On a toujours des parents de gamins qui viennent t'aider, qui viennent donner un coup de main et avec qui tu noues des relations vachement fortes.
et qui t'aident, quoi. Moi, j'en ai rencontré plein dans ma carrière et c'est génial, quoi. Ça crée des liens et après, c'est génial, c'est passionnant. Et tout à l'heure, tu parlais justement que tu pouvais prendre des vacances, pas forcément aller sur des stages. Et je voulais justement parler de cette problématique, entre guillemets, des stages. Comment ça marche pour organiser un stage quand tu es entraîneur de club? Est-ce que parce que j'avais cru comprendre que c'était de plus en plus dur par rapport aux normes de sécurité. Est-ce que je me trompe ou ça peut se faire facilement? Tu peux dire demain, j'arrive, on fait un stage avec Belette, par exemple, ou c'est beaucoup plus compliqué que ça? Alors, normalement, non. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on a eu des contraintes de jeunesse et sport on doit faire une déclaration. Quand on fait un stage, on doit faire une déclaration. Je t'avoue que quand tu fais un stage avec des jeunes, des mineurs et tout ça, dans un cadre bien, voilà, oui, on fait cette déclaration. Après, quand tu fais un stage avec Belette, avec des grands, des fois, on oublie de la faire, cette déclaration. Moi, c'est pas le plus dur. Aujourd'hui, le plus dur pour organiser un stage, c'est la concordance de tous les emplois du temps. Et tu organises un stage vacances de la Toussaint. Ah ouais, qui c'est qui veut la première semaine? Qui c'est qui veut la deuxième semaine? On veut aller où là? Ah oui, mais non, mais voilà. Ça, c'est plus compliqué. Moi, si tu veux un super lieu pour aller faire des stages, Voilà, j'adore, dis-moi tout. c'est à Mervan. Mervan, À côté de Fontenay-le-Comte, il y a une base qui est magique. Tu as des hébergements qui donnent au bord de l'eau, tu as un bassin de rêve. Alors, moi, c'est les athlètes qui m'ont fait découvrir cette base-là. mais c'est où ça dans la France? J'ai pas une de garde sous les yeux. Fontenay-le-Comte, c'est en Vendée, Charente, là. Voilà. Il fait pas chaud. Écoute, à la Toussaint, avec le réchauffement climatique, c'est nickel, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Mais il y a pas de vent, le bassin est bien plat et tout? Et ouais, tu es en plein cœur d'une grande forêt. Ah bah, va voir sur Internet, tu vas avoir des photos. Je vais aller voir un peu de podcast pour pas bouffer la connexion. C'est génial. Et la base, ils sont super accueillants. Et moi, j'engage tous les clubs d'aller faire un stage là. Alors, il faut nous laisser des créneaux parce que moi, cette année, on n'a pas pu y aller parce que la base est en réfection. Mais on a réussi à faire des stages super. Et à une grande forêt, tu peux faire plein de VTT, d'APPN, et un mur d'escalade, des choses. C'est vraiment génial, quoi. Génial. Et quand tu dis la base, il y a aussi salle de muscu, tout ça? Alors, sur la base même, il n'y a pas la salle de muscu. On allait à Fontenay-le-Comte, mais tu arrives à t'avoir des créneaux à 5-6 km. Ok, ouais, une salle de musculation. Et, voilà. Ils se démènent voilà, ils sont contents de nous accueillir. Le seul petit hic, et moi, des fois, ça m'arrange, c'est qu'on n'a pas le droit au bateau moteur. Donc, on est obligé de suivre les jeunes sur l'eau ou à terre, mais c'est pas terrible pour suivre. En vélo, on peut pas suivre. Mais comme ça me permet de naviguer un petit peu. Mais en fait, c'est un stage d'entraînement pour toi, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Non, je le vois pas comme ça, mais un petit peu quand même. Enfin, je prends du plaisir à naviguer avec eux. Et tu vois, l'année dernière, on l'a fait. C'était génial. Vanina revenait des Jeux, elle était là, il y avait des petits minimes qui étaient là, ils faisaient du bateau avec elle. Il y avait Pauline qui arrivait des championnats d'Europe aussi, de descente et tout, c'était génial. On a eu un grand partage et c'était formidable, c'est des super moments, quoi. Où tu as les petits avec les grands, les champions avec les athlètes de club qui font de l'équipage et tout, c'est génial, quoi. Ça, c'est la vie du club et tout le monde fait à bouffer, tout le monde fait la cuisine. Et puis il y a Julien Delaporte qui prend sa guitare et puis qui met le feu le soir à la veillée, c'est génial, quoi. Et justement, là, tu parlais de ça, je voulais t'en parler et en parler à ceux qui écoutent. Moi, là, en ce moment, je suis à Bagnoles, donc là où il y a eu les Jeux Olympiques en 92 pour l'aviron. Et en fait, là, je connaissais pas, et donc j'y suis depuis 4-5 jours. C'est encore une journée. Et justement, je suis assez surpris du centre de Bagnoles et je peux recommander fortement le lieu aussi, parce qu'en fait, pour 6 euros par jour, tu as accès au centre d'entraînement. Et donc le centre d'entraînement à Bagnoles, c'est assez énorme. Donc il y a une salle de muscu d'extérieur, donc vraiment une grosse salle de muscu d'extérieur. Il y a un terrain de foot, voilà, pour ceux qui veulent jouer. Il y a des terrains de tennis paddle, donc qui est un peu le nouveau truc à la mode. Il y a une autre salle de muscu, donc à l'intérieur. Il y a 2 piscines. Il y a donc un club d'aviron, donc il y en a plein. Il y a un club de kayak, donc le club de kayak est assez gros.
Ils sont entraînés par Albert Corominas. Je sais pas si toi qui sais, c'est un gars qui a fait du marathon et qui fait pas mal de surf ski maintenant. D'accord. Hier, par exemple, les jeunes se sont entraînés. Et donc, c'était assez, moi qui suis pas trop dans l'univers des clubs de kayak, tout ça, c'était assez surprenant de voir qu'il y avait 18 K1 sur l'eau, 7 K2 et 2 K4, quoi. Que des jeunes, quoi, que les enfants. Ouais, c'est super. Donc, je me suis dit, ouah, C'est beau. c'est énorme. Et puis après, tu as les adultes qui s'entraînent. Bah là, il y en a qui viennent comme ça. Et pareil, bah, tu as sauna, hammam, tu as vraiment accès à tout. Et seulement pour 6 € par C'est mieux jour. que Tempe-sur-Lot. Hein. Bah, j'ai jamais été à Temple, justement, donc je sais pas trop. Mais là, pour 6 € Ouais. 6 € par jour, tu as accès à tout ça. Et donc, tu te dis, bah, c'est le paradis. Bah là, après, on est début novembre. Et bon, les températures sont clémentes un peu partout. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, là, à Bagnoles, avec mes potes, il fait plus de 20 degrés tous les jours. Alors après, il y a un petit peu de vent de temps en temps. On a toujours à trouver un endroit sur le bassin pour naviguer convenablement. On va pas dire que c'est comme avec Belette, mais bon, ça va, ça fait le taf. Mais je trouve que c'est super parce qu'en fait, tu es là. On a pris un appart à 300 mètres à pied, c'est pas très cher comparativement à la France, et tu vas au club et puis tu peux y passer la journée si tu veux. Tu peux y passer la journée pour t'amuser, tu peux poser tes bateaux, tout. 6 € par jour. Et c'est à 1 heure de la frontière. D'accord. C'est pas très loin. Donc voilà. Donc si tu veux organiser un stage, D'accord. c'est un autre lieu. Ouais. Alors moi, c'est vrai que, tu vois, les stages pour la semaine, des petites vacances, moi, je fais très attention au transport aussi. Parce que c'est vrai que j'aime pas bouffer une journée entière de stage sur le transport aller et sur le transport retour. Alors j'essaie de pas trop m'éloigner parce que bah, des fois c'est compliqué. Mais bon, toi, ça nous est arrivé d'aller à Tempe-sur-Lot faire un stage, d'aller un peu plus loin, Guerre-les-Dents aussi, c'est un super site, Guerre-les-Dents, ou dans le Morvan, dans le lac des Sétons. C'est vraiment des super lieux pour naviguer aussi, quoi. Nous, on va aussi souvent, mais alors ça c'est l'hiver dans le Jura. Il y a des bassins dans le Jura qui sont a priori super sympas. Nous, on y va pour aller faire du ski parce qu'on essaie de faire tous les ans un stage de ski. Et Est-ce que tu as déjà été à Séville, voir comment était le bassin, parce que là c'est un peu la destination à la mode, je vois l'hiver pour beaucoup. Mais je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de monde sur l'eau et que ça doit pas mal bouger. Qu'est-ce que tu as des retours? Non. Alors par contre, j'ai des athlètes de chez moi là qui me disaient là qu'ils partent dans 15 jours à Séville avec l'équipe de France là. Et je me tâte de me dire, je sais pas si je vais pas aller les voir. Je vais voir si je connais pas. Et comme je suis en arrêt, je me dis, je sais pas. Je vais voir. Ben voilà, comme ça, tu pourras me dire. Ouais. Mais a priori, c'est vraiment. J'ai eu, il y a Titouan et Julien qui ont été naviguer l'année dernière là-bas avec l'équipe belge. Et il paraît que c'est fabuleux, quoi. C'est la ville du kayak là-bas. Ok, mais c'est parce que des fois je vois des vidéos, j'ai l'impression que c'est tout plat. Et je me dis, bon, bah, ça a l'air nickel. Et des fois, j'entends d'autres sons de cloche qui me disent, bon, bah, ça doit peut-être bouger, vu le monde sur l'eau, ou les bateaux moteurs qui se croisent. Bah, il paraît que tout le monde a un kayak dans son jardin et hop, va naviguer le soir après le boulot. C'est un peu l'esprit qu'on m'a dit, quoi. On va naviguer comme on fait du footing dans les autres régions, quoi. Ouais, Donc, mais ça m'étonne pas parce qu'à Bagnoles, il y en a beaucoup là qui font du kayak. Hein. Vraiment, il y a vraiment du monde il y a du monde sur l'eau. Ça s'entraîne toute la journée, quoi. Donc ça m'étonnerait pas. Et puis, il y a la technique espagnole, ils ont tous de la rotation. Ils ont beaucoup de rotation, là, j'ai compris. Dès que je les vois pas yéyer, je vois que c'est des Espagnols. Ouais, c'est sûr. Il y a un autre point que je voulais aborder avec toi. C'est que souvent dans les podcasts, j'ai été surpris que les athlètes que j'interviewe, après leur carrière, arrêtent complètement la pratique du kayak. Et je trouve ça assez surprenant parce que même si on va moins vite, même si on régresse, même si ça glisse moins, bah, dans le cas, moi, j'aime l'activité, hein, donc que j'aille plus ou moins vite, je me dis, bah, si je vieillis, je prends un bateau plus stable ou autre chose. Toi, justement, qui es dans le milieu depuis un moment, si j'ai bien compris, tu t'es jamais arrêté de pailler. Et pourtant, tu vas beaucoup moins vite que durant tes jeunes années. Eh ben, je te dirais pas ça. Ah, bah voilà, dis-moi tout. J'arrive à être à peu près constant. Je vais moins vite que. Parce que là, t'as fait les France, tu disais, donc tu es encore en train de t'entraîner et tu te prépares quand même un petit peu pour les compètes. J'ai compté.
Ouais, j'ai compté, j'ai dû participer à peu près à une 80 championnats de France entre le fond, le marathon, la vitesse. C'est énorme. Ouais. Ouais. Alors, des fois, je m'amuse à faire une chronologie avec les lieux et tout. Des fois, c'est assez rigolo de ce travail de mémoire. Et ce qui est intéressant, moi, comme je te l'ai dit, bon, j'ai jamais performé. J'ai fait quelques finales en équipage, en senior en France, qui est de mon niveau pas mal, et c'était mon petit exploit. Et c'est vrai qu'en vétéran, à le niveau, je me suis toujours entraîné et j'ai performé. J'ai réussi à faire quelques petites médailles en vétéran à un petit niveau, mais ça va faire rigoler certains. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, par exemple en 95, sur le 200 mètres, à être sur le podium avec Philippe Aubertin et Sébastien Mayer dans le même dixième, quoi. Et je me dis, mais j'aurais été jeune 20 ans avant, j'aurais rêvé d'être sur le même podium avec ces deux monstres du kayak, quoi. Et c'est mon petit plaisir aujourd'hui en tant que vétéran, c'est voilà, de naviguer avec ces anciennes stars dans la vague de Babac, dans la vague de tous ces champions. C'est super sympa. Alors c'est vrai que comme tu dis, il y en a qui arrêtent, mais j'en connais pas mal qui continuent et qui s'entraînent quand même pas mal. Moi, j'ai pas l'impression que Sébastien Mayer, il a eu son petit problème de santé, son gros problème de santé, mais il lâche pas la pagaie. Hein. Ah non, mais là, c'est une machine, Seb Mayer aussi. Voilà. Ah ouais, là. J'ai pas l'impression qu'Olivier Bouc-Petit, il lâche. Et même des plus anciens comme Jean-François Briand, qui gagne sur Championnat de France de marathon en V5. Il est lâché la paillette pour autant. Et puis tu le vois torse nu. Bon, il est peut-être un peu moins musclé que toi, mais il est quand même pas mal, quoi. Donc, il y en a qui n'arrêtent pas. Et il y en a beaucoup qui arrêtent. Hein. Tu vois, Pascal Boucherie, il a arrêté. J'ai eu la chance, après le podcast que tu as donné de Philippe Bocara, il est venu sur Angers pour naviguer avec Pauline et il nous a fait un cours. On était tous les trois sur l'eau, sur le lac de Maine, et Philippe Bocara nous a fait un cours de kayak. Et c'était un moment fabuleux. C'était super. Et c'était comme dans ton podcast. Il était hallucinant avec son accent américain et il nous a montré comment lui paillait, la facilité qu'il avait dans l'eau et tout. Et c'était un des grands moments de ma carrière. C'était il n'y a pas longtemps. Énorme. T'aurais dû filmer. Qu'est-ce que t'as fait? Où était ton téléphone? Eh ben, j'ai quelques photos. Tu regarderas sur ma page Facebook. Tu verras des photos. Tu verras des photos de Philippe Bocara. Il n'y avait pas de film, mais j'ai des images plein dans la tête, quoi. Et c'était magique de voir ce bonhomme de plus de 60 ans nous expliquer. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui est encore sans problème sous les 4 minutes au 1000. Hein. Et quand il dit le jour de ses 40 ans qu'il fait 40 fois 1000 sur ton podcast, je le crois, hein, c'est un monstre. C'est un monstre. Non, mais moi, je trouve ça super, ceux qui continuent. Pour moi, c'est la passion. Tu as plus ou moins de toute façon, après, c'est le vieillissement, le truc. Et comment tu t'entraînes, toi? Est-ce que tu sens, avec l'âge, parce que souvent j'entends ça, qu'avec l'âge, on perd en stabilité. Est-ce que tu sens que tu es moins stable que plus jeune? Ça m'est arrivé de tomber en compétition ces derniers temps, mais plus sur des erreurs. Non, j'ai jamais arrêté, donc je navigue toujours dans des bateaux assez compétitifs. J'ai pas pris des bateaux un peu plus pépères qu'on peut trouver aujourd'hui pour certains masters. Non, moi je navigue en CP et je suis relativement à l'aise. Je suis pas un as, mais je suis relativement à l'aise. Maintenant. Et donc, tu t'entraînes combien de fois par semaine, normalement? Alors, 4-5 fois par semaine. Ah ouais, donc tu t'entraînes bien. Et donc, tu fais bateau, tu fais aussi muscu, cardio à côté, tout ça? Alors, ça va te décevoir, j'ai arrêté la muscu parce que moi, rien que de voir des barres de décès, j'ai les tendinites qui me poussent aux épaules. Bah, tu fais que des tirages, tu fais que des tirages, c'est pas grave. Ouais, mais bon. Tu vois, pourtant, mon bureau, il y a la salle de musculation juste à côté. Je vais faire des abdos, j'aime bien le gainage et tout ça. Mais la muscu, hélas, ça me faisait trop mal. J'aimais bien ça quand j'étais un peu plus jeune.
Mais là, j'ai un peu lâché sur le côté muscu parce que je me blessais souvent, quoi, sur la muscu. Parce que certainement, j'ai pas eu tes conseils. Bah voilà, c'est pour ça, évidemment. Et voilà, nous, c'était de manière un peu empirique qu'on faisait la musculation. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on faisait pas très bien, pas forcément très, très bien. Et voilà, et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, petit gabarit, je n'avais pas besoin de ça pour me maintenir à mon petit niveau. Ouais, pour t'amuser, tu n'avais pas besoin. Voilà, tu vois, mon repère, c'est moins de 2 minutes au 500 et 41 secondes au 200, tu vois. Voilà. Ça me fait plaisir quand je fais ces petits chronos, même encore aujourd'hui. Donc, et est-ce que tu fais autre chose à côté du kayak? Parce que là, on parlait de muscu, mais est-ce que tu vas courir ou des trucs comme ça, ou tu fais vraiment que le kayak? Ouais, je cours beaucoup. C'est quoi beaucoup? Ouais. C'est quoi beaucoup, Benoît? C'est plusieurs fois par semaine? Alors, en ce moment, oui, parce que toi, Ah ouais, là, t'es roulé. les soucis d'épaule, j'ai voulu, je cours 4-5 fois par semaine parce que je fais ah ouais. moto. Mais pas des. Mais ouais. Après, j'adore le ski aussi. Je fais beaucoup de ski fond. J'adore ça. C'est mon deuxième sport préféré, quoi, après le kayak. Et j'adore ça. Le Massif central et dans le Jura, dans les Alpes aussi, mais et les Pyrénées. J'avais une vraie dernière question. En introduction, au début du podcast, je te parlais justement que tu n'avais pas le gabarit pour faire du kayak. Et les sacs, t'as Pauline et Vanina qui n'ont pas spécialement le gabarit, qui font 1m60 toutes les deux de mémoire. Donc pas forcément le gabarit. Toi qui as entraîné donc beaucoup de personnes depuis 30 ans, en dehors justement de ce facteur taille, est-ce que, j'ai envie de dire, j'ai croisé Pauline et je vois un peu ce qu'elle met, Vanina, là je connais un petit peu aussi, et j'ai l'impression que ces filles-là, elles ont, je sais pas comment on peut dire, du spirit. Elles ont une envie, tu vois, une sorte de spirit. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu arrives à déceler chez les jeunes que tu peux entraîner, qui viennent pour leur première séance ou quoi, justement, on peut-être pas le gabarit, mais qui ont cette envie et ce spirit, qui est un facteur également de réussite. Tu arrives à détecter ça? Ben ouais, après ça se détecte pas sur la première séance, c'est sûr. Alors c'est vrai que c'est plus facile de détecter un mec qui fait 1m80 en minime et qui va être fort là, comme un cadet en ce moment ou passé junior d'ailleurs qui fait 2 mètres là. C'est vrai que c'est des Paulines, des Vanina, c'est un petit peu plus difficile à détecter dans les clubs, mais on les voit, c'est les jeunes qui sont plus assidus, qui viennent régulièrement, qui posent des questions, qui sont intéressés. Et moi, au quotidien, je vois les filles qui sont sur Angers s'entraîner. Pauline, c'est la première à la base et la dernière, c'est elle qui ouvre la base et c'est elle qui la ferme. Après moi. Hein. Pourtant, moi, je suis là le matin, souvent à 8h30 et jusqu'à 19h30 le soir. Donc, ils s'en sortent aussi par l'opiniâtreté, le sérieux, la motivation. Et moi, je trouve ça fabuleux aussi que ces athlètes ils puissent s'exprimer et puis aller vite aussi, quoi. Parce que c'est bien. Après, qu'il y ait des grands aussi qui performent, je trouve ça génial aussi. Hein, c'est super. Mais que tout le monde puisse performer, quoi. Comment est le plan d'eau chez toi? Est-ce que c'est plat? Alors moi je vais te dire, hein, il y en a qui vont vends-moi ton plan d'eau. Pour moi, c'est le plus beau bassin du monde. Ça vaut pas avec belette, n'exagérons pas. Ah, ça vaut pas avec belette, mais voilà. Après, il y en a qui vont me dire, quand on a organisé les championnats de France, la dernière fois qu'on a organisé en 2016 les championnats de France sur le lac de Maine, il y avait le samedi, il y a eu une tornade qui est passée, il y avait des vagues pas possibles. Et la course de C1 a dû être annulée. Et il y en a qui se sont blessés d'ailleurs. Mathieu courait encore, je crois, à l'époque. Et c'était un carnage. Mais le lendemain, à 8h du matin, le bassin était nickel. On a refait la course dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que le matin, le lac de Maine, des fois, c'est un miroir. C'est vrai que quand le vent du sud-ouest se lève un petit peu, ça peut lever un petit peu au fond du lac. Ou nord-est à l'opposé, ça peut lever aussi.
Mais ça reste un endroit où tu peux toujours trouver des endroits abrités, qui est super intéressant. Et puis, on a une réserve ornithologique. Il y a 110 hectares pour naviguer. Et, Ah ouais, c'est énorme. 110 hectares. Ah ouais. Ouais. Et tu peux pas suivre du bord, tu es obligé de suivre en bateau à moteur ou en kayak, mais il y a plein d'aménagements. Il y a un petit bassin de slalom, un bassin de kayak polo, un bassin, plein de balisages et des îles et deux grandes plages sur lesquelles là on a organisé la short race en octobre là et c'est super. Hein. Tu as une plage de sable en pente douce. Tu peux embarquer, débarquer, tu peux faire des exercices d'équilibre super facilement sur cette plage. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un bel endroit. Et tu vois, depuis que je travaille, je m'en lasse pas. Et ce que je dis souvent, je dois être langevin à avoir paillé ces 30 dernières années le plus souvent et le plus longtemps sur le lac de Maine. Mais je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. C'est un super. Et bien sûr, ça donne sur la Maine aussi. La Maine et la Loire. Moi, je fais 11 km et je suis sur la Loire du lac de Maine. Quoi. Et on peut se naviguer sur la Loire sur des plans complètement différents. On remonte, on est sur la Mayenne, sur la Sarthe, et c'est super. Super. Benoît, j'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais aborder pour conclure? Non, mais je trouve qu'on a fait le tour. Ouais, je voulais juste peut-être, parce que j'en ai parlé ce matin, j'étais en formation moniteur, ouais, quelque chose qui a marqué ma carrière quand même. C'est un accident mortel que j'ai vécu en 96. Pas directement, mais un des saisonniers de la base. Et voilà, il y a eu un accident mortel sur un barrage à côté du plan d'eau du lac de Maine, avec 2 morts. Et c'est quelque chose qui a marqué ma carrière aussi. J'ai été mis en responsabilité, alors que c'est pas moi qui encadrais, c'était un jeune du club qui était initiateur à l'époque et qui était payé au black, comme ça se faisait à l'époque. Et j'ai pris un peu pour tout le monde, pour le club. Et j'ai eu un procès en 2002 derrière, 6-8 ans, une procédure qui a duré très longtemps, avec des expertises dans un sens, dans l'autre et tout ça. Et derrière, j'ai quand même pris une peine de prison avec sursis. Oh putain, ah ouais. Ouais, ça a marqué ma carrière, mais ça l'a renforcé aussi, si tu veux. Parce qu'on a pris du poids et aujourd'hui, un salarié dans une base de kayak, c'est quelqu'un qu'on peut écouter et qui peut dire non aux élus. Ce n'est pas les élus bénévoles qui vont tout décider. Il y a un moment, on peut, nous, en termes de sécurité, en termes d'organisation, on peut dire, bah voilà, on a la parole, et ça, c'est important. Et moi, je me suis battu après le jugement et cet accident pour ça. Et je pense que ça a marqué un peu les esprits à l'époque. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'étais en une formation moniteur où j'intervenais et je parlais de ça. Et ça, c'est une expérience importante et ça a marqué. Et on arrive donc au bout. Mais merci Benoît pour ton temps. Je sais que tu m'avais conseillé Philippe Renaud que je vais maintenant pouvoir contacter de ta part. Attendez je suis en contact régulier. Je suis en contact régulier avec lui. Est-ce qu'il y a une question que tu lui poserais qui te ferait t'as une question qui t'intéresserait à lui poser? Non, mais j'aimerais bien que tu abordes le côté familial. Il faut savoir que lui, ses 2 frères qui ont été médaillés olympiques et son père a été médaillé olympique en canoë aussi. C'est la grande famille du kayak, les Renaud. Du canoë. Donc, est-ce qu'il y a des gènes est-ce qu'il y a des gènes de la perte ou alors le talent, c'est l'entraînement? Techniquement, c'était une référence. Après, il y a plein d'autres. Je pourrais te donner plein de noms que j'aimerais bien entendre en podcast. Tu me les donnes hors antenne, il n'y a pas de souci. Je vais tout noter avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci encore de ton temps, Benoît. J'ai bien senti la passion et j'ai eu les réponses à mes questions. C'était bien cool. Peut-être qu'on se voit bientôt sur l'eau, si tu vas faire un petit stage avec Belette. Vraiment avec plaisir. Et puis toi au lac de Maine sans problème. Oui, pourquoi pas quand il fera beau, parce que là, je pense que le lac de Maine, c'est pas la folie. Là, en ce moment, il doit faire pas bien chaud aussi.
Merci. Merci. La douceur angevine. Ouais, doucement. Ouais, je vais retenir ça. Ouais, ça marche. Bah, merci à toi et on espère que ça vous a plu. Salut à tous. Ok, merci. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.